Voie de passage naturelle entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe centrale et la Méditerranée, la Serbie, aux frontières historiquement mouvantes, a subi des invasions de toutes parts. De l'Empire ottoman à l'Empire austro-hongrois, cet État multiculturel fut témoin et acteur principal de l'évolution géopolitique du continent européen. Son histoire récente a démontré comment, au confluent des mondes, là où cohabitent trois grandes confessions religieuses, orthodoxie, islam et catholicisme, les cicatrices du passé peuvent ressurgir. La Serbie d'aujourd'hui est l'héritière de cette histoire. Commençons à découvrir un peu les facettes de ce pays par la forteresse qui surplombe la ville de Belgrade. Ce lieu est très emblématique pour l'histoire et pour la mémoire de la ville de Belgrade. Ce lieu est important à cause de sa position géographique et stratégique. On se trouve ici dans un lieu qui embrasse pratiquement le monde balkanique et le monde de l'Europe centrale. Ici se terminent les Balkans et commence l'Europe centrale. Le droit au libre-échange sur le Danube fut réglementé pour la première fois par le traité de Paris de 1856. Le Danube est un boulevard européen qui relie plusieurs pays européens et par ce boulevard, la Serbie est en quelque sorte liée à d'autres pays européens. Le Danube commence en Allemagne, à côté de Regensburg, et puis traverse plusieurs villes européennes importantes, Vienne, Bratislava, Budapest, Novi Sad, Belgrade, et puis continue à travers les villes bulgares et roumaines jusqu'à la mer Noire. Les échanges sur ce fleuve ont façonné un trait de caractère des Belgradois. Et les touristes ne mettent pas longtemps à le découvrir. Belgrade est une ville très dynamique. Il y a plein de choses à voir, à faire. Mais on dit souvent que le plus grand atout de notre ville, c'est ses habitants, qui sont très accueillants, très ouverts, très accessibles. Son histoire tourmentée n'a pas cassé son esprit. Et les gens, les Belgradois aujourd'hui, ont une joie de vivre et une manière de vivre qui est toute particulière. Ils aiment bien se mettre dehors, rencontrer des gens, parler aux gens. Et c'est tout ça la rend très agréable à vivre au quotidien. Les Belgradois sont aussi connus pour être de bons vivants. Dans le quartier de Skalarska, tous les week-ends, les habitants sortent pour se replonger dans la vie bohémienne. Réhabilité il y a une dizaine d'années, il est aujourd'hui l'épicentre d'une vie artistique bouillonnante. Son côté pittoresque constitue une attraction pour les touristes. Le quartier de Skadarska, c'est un quartier très connu à Belgrade. Aussi, on peut dire que c'est le quartier des Bohèmes. Vous voyez qu'ici, nous avons un esprit traditionnel, un esprit des Bohèmes. Beaucoup de restaurants traditionnels. Chaque restaurant ici, dans cette rue, a son propre orchestre avec la musique live. Aussi, c'est la seule rue à Belgrade qui est jumelée, et aussi, je peux dire, la seule rue au monde qui est jumelée avec Montmartre. Et pour cette raison, on dit que c'est le petit Montmartre de Belgrade. Les Serbes adorent faire la fête. Et Skalarska en rassemble tous les ingrédients. Bars cachés, restaurants nichés dans de vieux immeubles. Chaque rue regorge de surprises. Autre caractéristique serbe, ils aiment bien manger et copieusement. Une spécialité typique est la pjeskanica gourmande. Une viande hachée grillée, fourrée de fromage jaune serbe et de prosciutto. Un plat traditionnel très prisé par les habitants. Quittons Belgrade et les bruits de la ville. À 100 km au sud, non loin de la ville de Topola, dans un cadre où règne une grande sérénité, se trouve la colline d'Oplenac, lieu touristique. Au sommet de cette colline se trouve le mausolée de la famille royale serbe, connu également sous le nom de l'église des Karageorges. Ce mausolée orthodoxe abrite la nécropole de la dynastie des Karageorges qui a régné sur la principauté, puis sur le royaume de Serbie entre le 19e et le 20e siècle. D'une architecture remarquable,
nous retrouvons à l'intérieur plusieurs allusions à sa construction et au développement du royaume serbe. Lorsque les Karageorges se sont installés sur cette colline, ils plantèrent des vignobles et des vergers afin d'établir une sorte de ligne de défense naturelle vis-à-vis de la ville voisine de Topola. Ce sont leurs descendants, Alexandre puis Pierre Ier, qui redonnèrent vie aux vignobles et produisirent les premiers vins de cépage serbe. Aujourd'hui, les vignobles royaux d'Oplenac sont gérés par la Fondation Roi Pierre Ier. À partir de 1904, nous avons commencé une nouvelle production de vin qui fut fabriquée en France grâce à l'expertise et à la technologie française de l'époque. Ainsi, c'est le roi Alexandre qui a véritablement donné vie à ce domaine. Il a développé une cave de qualité tout en respectant la tradition viticole française. La Serbie possède 70 000 hectares de vignes, produisant environ 390 000 tonnes de raisins par an. Son climat continental à influence méditerranéenne, ainsi que sa terre riche en minéraux, contribuent à la diversité des vins dans le pays. La tradition vinicole coopérative a été remplacée ces 10 dernières années par de nombreux vignerons privés qui ont construit des caves contemporaines de qualité. Aujourd'hui, l'industrie du vin serbe tente de se reconstruire. Autrefois, en Serbie, on privilégiait la quantité. Par conséquent, la qualité n'était pas présente. D'ailleurs, nos habitants ne consommaient pas beaucoup de vin. Les quelques intéressés buvaient plutôt des vins bon marché. À vrai dire, la consommation de vin était vraiment très faible. En Serbie, la plupart des cépages sont internationaux. Des célèbres tels que Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Noir, Merlot, Syrah et ainsi de suite. Très peu de vignerons utilisent nos cépages serbes. De tête, je pense aux Prokupac, Mederevska, Tamjanica et quelques autres, même si ces derniers ne restent néanmoins pas très populaires parmi nos viticulteurs. Poursuivons ce voyage dans les plaines de la Voïvodie, direction Novi Sad. Située au nord du pays, cette région fascine les visiteurs par son calme et sa diversité culturelle. Hormis les Serbes, la population de la Voïvodie se compose également de Hongrois, de Slovaques, de Tchèques, de Roumains, de Ruthènes, de Croates, de Roms, de Monténégrins, d'Allemands, d'Ukrainiens et de Macédoniens. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Voïvodie faisait partie de l'Empire austro-hongrois, dont l'influence reste marquée dans son architecture, son art et sa culture. De par son importance géopolitique et géostratégique, la ville de Novi Sad fut nommée capitale. Novi Sad est la plus grande ville de la Voïvodie. Dans notre région cohabitent plusieurs nationalités, plus de 20. Voilà pourquoi nous disons que la Voïvodie est l'Europe en miniature. Nous sommes très fiers car toutes ces nationalités vivent ensemble dans une parfaite entente. Dans certains villages, les habitants parlent toujours leur patois. C'est une richesse car nous apprenons à nous comprendre les uns avec les autres. Novi Sad est une destination multiculturelle, multilingue, multitraditionnelle et multiethnique. Nous en sommes donc très fiers. Cette richesse multiculturelle se manifeste également au travers de l'architecture de la ville. Nous avons hérité du style néo-gothique et néo-renaissance. Bien sûr, certains édifices ont été construits sous le président Tito. Par conséquent, ce style est très spécifique de cette période. Nous retrouvons aussi le style de sécession hongrois dans certains bâtiments. Pour conclure, le style baroque est également présent. Nous avons vraiment plusieurs styles.
À Novi Sad vivent environ 400 000 personnes et la plupart d'entre eux sont orthodoxes. Néanmoins, à Novi Sad cohabitent plusieurs confessions. Nous avons des églises orthodoxes, catholiques et des synagogues juives. La synagogue de Novi Sad, construite entre 1905 et 1909, est un bâtiment monumental caractéristique du style de la sécession d'avec l'Empire austro-hongrois. Il combine les éléments d'art nouveau et l'éclectisme architectural, ce dernier étant très à la mode à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Cette synagogue ressemble un peu à une église catholique. Cela est dû à l'influence des 25 minorités de la Voïvodie. Ici, tout le monde est le bienvenu. Certes, c'est un lieu de prière, mais aussi un endroit pour tisser des liens d'amitié, voire pour trouver sa moitié. Cette richesse multiculturelle de la Voïvodie se manifeste également dans l'art. Retrouvons Tirana afin de découvrir le plus ancien musée dédié au peuple serbe, la galerie de la Matica Srpska. Créée à l'initiative de Teodor Pavlović, Matica Srpska offre une collection de plus de 7000 œuvres serbes du XVIIIe siècle au XXe siècle. Bien sûr, de par sa localisation, la galerie porte une attention toute particulière à la fondation de la Voïvodie. Autrefois, la Voïvodie ne faisait pas partie de la Serbie, mais était partie intégrante de l'Empire austro-hongrois. 1843 est une année importante pour notre région car il s'agit de la proclamation de la Voïvodie serbe. Le célèbre peintre Pavle Simić a immortalisé ce moment historique par le biais de ce tableau intitulé « L'Assemblée de mai ». Ce brassage des peuples, des cultures, fait de la Serbie une destination incontournable pour la découverte des Balkans.